Bonjour François Coq. Bonjour Valentin, bonjour à tous. Bonjour, analyste politique, enseignant en zone d'éducation prioritaire, auteur notamment de Alerte à la souveraineté européenne et l'impératif démocratique de la crise de la représentation des Gilets jaunes et la chimère de Macron contre la souveraineté populaire, aux éditions Éric Jamet. Et aujourd'hui, François Coq, pour votre chronique politique, vous allez nous faire un petit peu un avant-goût de ce qui nous attend avec Yves Pozzo-di-Borgo à 9h, en se demandant de quoi la nomination de Bayrou est-elle le nom. C'est ça, Guilain Benassa et Régis de Castelnau vont vous analyser l'évolution de la Macronie, et puis Yves Pozzo-di-Borgo connaît bien le nouveau Premier ministre. Donc si vous le permettez, moi je vais m'interroger sur effectivement de quoi la nomination de François Bayrou est-elle le nom. Alors c'est une question assez classique en politique ou dans le reste, mais ça vaut le coup de se la poser parce que ça permet d'aller au-delà du vernis. Et d'ailleurs, avant même d'essayer d'y répondre, je vais m'arrêter peut-être sur la forme, sur la nomination elle-même, si vous le voulez bien, parce que vous savez, hein, depuis Victor Hugo, on sait que la forme, c'est le fond qui revient à la surface. Bien, les conditions de la nomination de François Bayrou ont quand même été un petit peu rocambolesques, si vous le permettez. Bien sûr. On a vu que tout cela émanait en grande partie de la réunion des partis, des différents partis, qui a eu lieu mardi 17 17 Mardi 10 décembre, décembre, oui. 10 décembre, Oui, pardon, à l'Élysée. à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. Et à cette occasion, le chef de l'État a lui-même fixé un délai de 48 heures pour la nomination d'un Premier ministre. Sauf que ce faisant, eh bien, il s'est pris à son propre piège. Mm. Parce qu'on est arrivé 48 heures après, le jeudi après-midi, toujours pas de nomination. Le soir, Et il même est dans rentré son, de dans son Bologne. discours d'avant, il avait dit je nommerai d'ici lundi, puis ensuite ça a été reporté, donc il y a eu au moins 5 ou 6 reports. Tout à fait. Ouais. Et là, il avait vraiment fixé une date butoir. Et on a vu qu'il s'est pris à son propre piège parce qu'il a été obligé de la repousser au lendemain. Et même le vendredi matin, il était dans l'incapacité, au regard du pataquès qu'on va évoquer, de nommer le Premier ministre. Donc, il a fait ça de manière un petit peu désespérée, d'une certaine manière. Et ce qui est un enseignement en politique, on ne donne pas de butée quand on n'a pas soi-même la solution. Et tout cela prouve bien que le chef de l'État n'avait, à ce moment-là, pas la solution. Et d'ailleurs, on en arrive à ce fameux vendredi matin de la nomination de François Bayrou, où honnêtement, ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est un peu un hommage à Michel Blanc. Hein. On est parti de Jean-Claude Duss, François Bayrou, Jean-Claude Duss, oublie t'as aucune chance, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer, à retenez-moi ou je fais un malheur. Ce qui s'est passé, puisque François Bayrou a mis le départ de son groupe Modem dans la balance, il a d'une certaine manière fait chanter le chef de l'État, ce qui montre la faiblesse même d'Emmanuel Macron d'un point de vue purement politique, et qui fait que désormais avec lui, c'est le dernier qui parle qui a gagné. Voilà un petit peu pour la forme. Venons-en maintenant sur le fond. Je disais de quoi la nomination de François Bayrou est-elle le nom, mais regardons d'abord François Bayrou. De quoi François Bayrou est-il lui-même le nom? C'est une bonne Alors question. bien évidemment, il est d'abord le nom du passé. Il ne vous a pas échappé qu'un ministre d'Édouard Balladur a remplacé à Matignon un autre ministre d'Édouard Balladur. Alors bien Ah sûr, oui. je sais que je vous parle de temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais enfin, entre 93 et 95, hein, au siècle passé, tous ces deux-là étaient déjà ministres, et on remplace l'un par l'autre. Ça, c'est le premier aspect. Toujours dans ce retour vers le passé, François Bayrou était candidat à l'élection présidentielle de 2002, de 2007 et de 2012. Autrement dit, son apogée politique, le moment où il avait quelque chose à proposer au pays, qu'on soit d'accord avec lui ou qu'on soit pas d'accord avec lui, remonte à une vingtaine d'années aujourd'hui. C'est donc quelqu'un qui aujourd'hui est classé temporellement parce qu'il ne correspond pas à la période. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que on a remplacé un adorateur et un serviteur zélé de Bruxelles par un autre, mais avec une nature peut-être plus différente encore. C'est-à-dire que M. Bayrou a toujours construit sa carrière en étant un fédéraliste européen. Il a revendiqué toujours ce fédéralisme européen, et pas simplement l'Europe technocratique telle que la propose M. Barnier. M. Bayrou, de ce point de vue-là, c'était Macron avant Macron, du point de vue du projet européen. Et puis le troisième aspect sur M. Bayrou, c'est que c'est quand même le représentant de la politique de la parole. Et le dernier exemple en date que l'on a là-dessus, c'est sa nomination cadeau, hein, pour service politicien rendu par M. Macron, sa nomination en tant que haut commissaire au plan, il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Donc ça fait 4 ans, l'air de rien,
je dis l'air de rien parce que personne s'en est aperçu, hein, que François Bayrou était haut commissaire au plan dans notre pays, c'est-à-dire un poste totalement stratégique. C'est lui qui définit la vision de notre pays normalement pour les années, pour les décennies à venir et qui doit nous projeter dans le futur pour que la France reprenne sa place. Eh bien, pendant ces 4 années, un rapport sénatorial a pointé il y a quelques semaines la faiblesse du bilan de M. Bayrou. 18 rapports à peine rendus en 4 ans, des rapports avec beaucoup d'imprécisions, des chiffres en deçà de ce que peuvent produire d'autres agences, de l'inopérabilité dans les recommandations qui sont faites dans ces rapports, l'absence de sujets totalement clés comme le numérique et la jeunesse. Vous voyez comment Ah oui. projeter le pays vers l'avenir si on n'aborde pas de tels sujets. Donc, d'une certaine manière, M. Bayrou a toujours été un politique de la parole, mais si on regarde son bilan concret, on serait bien en peine d'annoncer les uns ou les autres quelles sont les grandes transformations qu'il a portées pour le pays. Donc voilà de quoi M. Bayrou lui-même est le nom. Maintenant, regardons de quoi et quel est l'objet du mandat de François Bayrou. Et alors ça, d'une certaine manière, c'est M. Macron qui en parle le mieux. Sur 3 aspects. D'abord, M. Macron nous a dit que le Premier ministre qu'il allait nommer allait devoir discuter du fond avec les partis. Qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie que la méthode du casting telle qu'il l'avait appliquée avec M. Barnier, en faisant de la nomination le préalable à la définition d'une politique, se poursuit. La méthode qui elle-même n'avait pas marché. Et c'est cela que reproduit aujourd'hui le chef de l'État. Dans les autres pays, on s'accorde d'abord sur un plan gouvernemental. Eh bien là, ce n'est pas le cas. On nomme d'abord un Premier ministre et on lui dit débrouille-toi avec les autres partis, ce que va faire à partir d'aujourd'hui M. Bayrou, puisqu'il les réunit, sans plus de chances de succès que ce qu'avait fait avant lui monsieur Barnier. M. Bayrou est donc nommé pour qui il est et non pas pour ce qu'il va devoir porter en tant que politique et pour la politique qu'il va mener. Le deuxième aspect qu'a évoqué M. Macron, c'est qu'il a nommé M. Bayrou pour éviter la censure, pense-t-il. Mais si le critère est un critère négatif, éviter la censure, ce n'est pas du gouvernement, ce n'est pas de la gouvernance, c'est de l'anti-gouvernement. Enfin, soyons clairs, on ne construit pas les conditions pour trouver des accords en empêchant l'expression des accords. Et je crois que ça, on aura beaucoup l'occasion d'y revenir dans les semaines et mois à venir, parce que c'est la négation même du politique. Et le troisième aspect, c'est que M. Macron a affirmé, je reprends ces termes, sa volonté de ne pas dissoudre l'Assemblée nationale d'ici 2027. Eh ben, ça, c'est un renoncement, là aussi, à résoudre la crise démocratique qui frappe notre pays, en considérant, comme le fait le président de la République, que ce n'est qu'une crise parlementaire et que donc il y aurait des solutions à celle-ci au sein du cadre parlementaire sclérosé tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il n'y a donc pas la volonté de prendre de la hauteur et ça évite à M. Macron de remettre son poste lui-même en jeu puisqu'il fait partie de l'équation pour résoudre la crise démocratique et non pas parlementaire. J'ajoute que ça permet à M. Macron de superposer les calendriers. Ça permet de superposer le calendrier de ce qui serait l'intérêt du pays avec les intérêts propres de M. Macron en remettant cette butée à 2027. Troisième et dernier point, hein, si on veut regarder de quoi la nomination de M. Bayrou est le nom, ben, il faut regarder qu'est-ce qu'elle signifie d'un point de vue de l'évolution politique. Alors, bien évidemment, c'est d'abord une accélération de l'effondrement de la Macronie. Qu'est-ce qui témoigne le mieux de cela? Peut-être ses premiers ministres. Je vous rappelle, Édouard Philippe a été Premier ministre pendant 3 ans. Lui a succédé M. Castex pendant 2 ans. Madame Borne a enchaîné pendant 18 mois. Avant que M. Attal ne prenne la suite pendant 6 mois, nous avons eu M. Barnier pendant 3 mois. Nous verrons combien de temps tiendra M. Bayrou, mais il y a fort à parier qu'on continue sur la dynamique décroissante telle que je viens de l'exprimer Hmm. ici. Il suffit encore pour s'en convaincre d'avoir en tête que nous avons eu 4 premiers ministres dans le courant de l'année 2024. Alors, l'effondrement de la Macronie se matérialise dans les institutions, mais il se matérialise aussi, bien sûr, dans le pays. Je me réfère en cela à l'analyse, à l'enquête ELAB qui est sortie la semaine dernière. Que disait-elle? Que 21% des Français, à peine 21% des Français, mais ça ne surprendra personne, font confiance encore aujourd'hui à Emmanuel Macron, font encore confiance au chef de l'État. Mais plus important encore, c'est le socle de M. Macron qui s'érode. Il y a à peine 57% des électeurs du premier tour de 2022, 57% des électeurs de M. Macron du premier tour de 2022, qui aujourd'hui ils font encore confiance. C'est-à-dire à peine
à peine plus d'une personne qui a voté pour lui, une personne sur deux lui fait encore confiance aujourd'hui. C'est donc son socle qui est en train de se désagréger aujourd'hui. Or, le socle, c'est la stratégie politique de M. Macron, qui depuis 2017 mise tout sur un électorat qu'il voudrait captif, et au nom de celui-ci, eh bien, il peut balayer d'un revers de main les aspirations et la volonté de tout le reste du peuple français. Eh bien, cette stratégie du socle qu'il a définie depuis 2027 est aujourd'hui en train de voler en étapes parce que le socle lui-même se désagrège. Ce socle, il se désagrège d'un point de vue dans le pays, il se désagrège dans les institutions, il se désagrège bien évidemment d'un point de vue parlementaire. Là aussi, il ne vous a pas échappé que nous avons un Premier ministre qui est assis sur un groupe parlementaire encore plus résiduel que ne l'était le précédent. Je vous rappelle que M. Barnier était issu d'un groupe où il y avait 47 députés. M. Bayrou est à la tête d'un groupe de 36 députés. Et pire encore, au mois de juillet dernier, il a perdu 14 députés. Donc il est sur une dynamique aussi négative. On pourra difficilement descendre plus bas là. Voilà un petit peu pour ce premier tour d'horizon qui permettra à ceux qui vont me succéder d'engager la discussion. Mais ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de solution dans le cadre de la démocratie minoritaire. Monsieur Macron a été chercher encore un pis-aller au sein de celui-ci pour essayer de faire durer le plaisir. Mais ce que chacun voit avec la nomination de Monsieur Bayrou, c'est que Monsieur Bayrou, c'est Monsieur Macron. Mais ça veut dire aussi qu'à partir du moment où Monsieur Bayrou sauterait, Monsieur Macron sauterait. L'un et l'autre ont aujourd'hui destin totalement liés. Ce qu'a fait Monsieur Macron là, c'est il a essayé de gagner du temps pour ne pas s'exposer et pour ne pas révéler à l'ensemble du pays que c'est la question de son poste elle-même qui est en jeu. Donc finalement, ça sera la prochaine étape qui est devant nous. Alors comme chaque semaine, usque tandem abutere patientia nostra, jusqu'à quand abuseront-ils ainsi de notre patience? Eh bien, ils ont décidé d'en abuser encore un petit coup, mais il n'est pas sûr que l'échéance ne se rapproche pas, malgré tout, à grands pas. Eh ben, merci beaucoup François Coq, analyste politique et enseignant en zone d'éducation prioritaire, et vous citiez Jean-Claude Duss pendant la chronique. On peut aussi citer Le Guépard et Il faut que tout change pour que rien ne change. Ça fait penser au gouvernement Macron, et puis on continuera évidemment de suivre l'actualité politique avec vous à partir de janvier 2025.